Bonjour, bienvenue à tous. On va effectivement commencer en dépit du retard de M. Zoulas. Mon nom est Yann Saint-Pierre, je suis le PDG et consultant antiterroriste de MOSECON, Modern Security Consulting Group. L'anglais, c'est pas mon fort en tant que Québécois. Ça s'entend un peu. Oui, mais on est basé à Berlin, donc ça porte un peu à confusion. Les gens s'attendent à ce que je sois allemand, mais en fait, non, je suis québécois. Donc, bienvenue à cette table ronde assez intéressante intitulée « La souveraineté à l'épreuve des cartels et des claviers, nouveaux modèles et alliances entre narcotrafic et crime organisé ». C'est un titre à la fois très large, mais aussi très précis, qui décrit quand même assez bien les dynamiques de chevauchement, les zones grises qu'on voit dans le milieu du crime organisé, que ce soit les acteurs classiques, mais aussi la criminalité comme service, les acteurs étatiques, des acteurs dans d'autres espaces. Donc, vraiment une espèce de convergence de dynamique et donc de traiter ce sujet-là, tant d'un point de vue national qu'international. C'est assez compliqué. Mais pour ça, heureusement, on a des bons experts avec nous, même s'ils ont leurs propres craintes quant à la dimension du sujet. Mais je crois qu'ils vont être en mesure de bien mentionner, de bien discuter du tout. Quelques précisions techniques, comme l'événement est enregistré, on a discuté entre nous, on a accepté de lever la clause Chatham House. Donc, il y aura... Techniquement, vous avez le droit de citer, mais on apprécierait quand même qu'il y ait quand même une certaine discrétion dans l'attribution des propos. D'autre part, c'est une table ronde de 90 minutes, maintenant 85 minutes. Néanmoins, j'aimerais quand même pouvoir vous donner l'opportunité de parler de 10 à 15 minutes, de poser vos questions vers la fin, donc vers 15h45, de poser vos questions à nos intervenants. Et on va... c'est une table ronde qui est en français. Donc, pour ceux et celles ici qui ne sont pas certains s'ils comprennent très bien le français ou si c'est leur langue, il y a encore une opportunité d'aller chercher un casque pour la traduction. Sinon, on va traiter de 3 volets. Dès que M. Zoulas va arriver, on va traiter de l'état de la menace. Comme je le mentionnais, c'est une menace qui est très compliquée, qui a des ramifications nationales, communales et internationales très importantes. Donc, d'arriver à bien comprendre comment le tout se mélange, c'est important. Il y aura aussi un volet, et pour ça mes intervenants sont déjà là, un volet gouvernance, un volet un peu plus politique, de gestion avec Béatrice Godefroy que je vais présenter très bientôt. Et ensuite, le volet opérationnel qui est peut-être, à mon avis, un des volets les plus intéressants parce que c'est un aspect dont on discute rarement. On parle beaucoup des politiques, on parle beaucoup des aspects de gestion. Mais comme il y a eu beaucoup de développement dans les dernières années sur les capacités opérationnelles, sur le développement des capacités tactiques et stratégiques, d'avoir... l'apport du général de division Sylvain Noyau, ça va être très important, et donc parler à la fois de ces 3 éléments-là. Je présente nos 2 intervenants pour l'instant. Le général de division Sylvain Noyau, qui est le dirigeant, le commandant de l'Unité nationale de police judiciaire de la Gendarmerie nationale. C'est une nouvelle division, oui, qui a été créée ou qui est entré en force en septembre l'an dernier. Donc, c'est tout nouveau. Ça reflète aussi l'état de la menace. Vous l'avez fondé. Essentiellement, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail dans votre cas, ça relie le tout. Vous avez une longue carrière en matière de lutte contre le crime organisé. C'est un thème que vous connaissez bien, tant au niveau national qu'international. Et j'apprécie beaucoup que vous soyez en mesure de partager votre savoir, votre expérience avec nous. Et Mme Béatrice Godefroy, qui est la directrice du centre, ou la directrice adjointe, pardon. J'ai donné la promotion trop tôt. La directrice adjointe du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de sécurité. L'acronyme, c'est DECAF, mais ça, c'est l'ancien nom. Je dois être présidé. Donc, finalement, le nom un peu plus moderne, l'acronyme est différent. Vous avez aussi une très grande expérience internationale. Vous avez travaillé à l'ONU, vous avez travaillé avec MSF, Médecins sans frontières, notamment avec une organisation de la société civile civique. Je crois qu'ils sont basés en Suisse. Donc, vraiment, l'engagement, l'aspect gouvernance, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Et vous êtes en poste depuis environ 1 an, si je ne me trompe pas. Absolument. Donc,
je crois que là aussi, votre rapport, votre expérience, la capacité de relier les points pour nous, au niveau national, au niveau de la gouvernance, au niveau international, va être très important. En l'absence de M. Zoulas, le général Noyau a été assez gentil de nous consacrer quelques minutes pour décrire brièvement pour nous donner un aperçu de la menace, selon sa perspective à lui. M. Zoulas va rentrer un peu plus en détail lorsqu'il arrivera. Mais sans plus tarder, je vous remets le bâton et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre, et merci aux organisateurs du forum de m'avoir invité à m'exprimer cet après-midi devant vous. J'en suis évidemment très heureux et très honoré. Comme vous me l'avez demandé, je vous propose, avant de rentrer dans le particulier de la menace liée au narcobanditisme, de vous faire une présentation un peu plus globale des caractéristiques qui sont celles aujourd'hui de la criminalité organisée telles que on les identifie, alors bien sûr au sein de la gendarmerie nationale, mais je pense que c'est plus globalement au sein du ministère de l'Intérieur sur le territoire national, et c'est un avis, une position qui est partagée avec nos partenaires européens et même à l'international. Ce qu'on retient, c'est que en matière de criminalité organisée, donc moi je ne vais pas me limiter au trafic de stupéfiants, je pense que Dimitri Zoulas tout à l'heure évoquera principalement les trafics de stupéfiants, mais en matière de criminalité organisée, ce qu'on retient, c'est des menaces qui sont de plus en plus fortes et des menaces qui nous mettent en danger. C'est un véritable défi de société, c'est ce que disait le Premier ministre après l'assassinat de Mehdi Kessassi au mois de novembre dernier à Marseille. Ça, c'est la première caractéristique, c'est cette criminalité organisée extrêmement puissante et qui ne cesse de se développer. Et le deuxième aspect de cette criminalité organisée, c'est qu'on est face à une criminalité organisée qui s'adapte en permanence. Et d'ailleurs, Europol, qui édite chaque année un état de la menace qui s'appelle le SOCTA au niveau européen, a titré le dernier rapport de 2025 l'ADN en constante mutation de la criminalité organisée. Alors, ce qu'on constate, ce qui évolue, c'est qu'on a affaire à une criminalité organisée qui aujourd'hui est de plus en plus sophistiquée, de plus en plus professionnalisée, et on le constate dans tous les types de faits auxquels on est confronté, notamment avec de l'usage de l'intelligence artificielle, je pense en particulier en matière d'escroquerie, pour industrialiser les escroqueries, pour générer des bénéfices qui sont toujours plus importants. Mais on le voit aussi dans des faits beaucoup plus violents, et en particulier sur le territoire national, où on est confronté actuellement à ce qu'on appelle des cryptorapts, c'est-à-dire des agressions d'une sauvagerie sans nom de détenteurs de cryptoactifs ou d'industriels de crypto-monnaies qui sont agressés à leur domicile par des commandos qui cherchent à subtiliser les cryptos qui sont détenus par ces victimes. Et on voit dans la manière d'opérer, alors qu'on est sur des actes assez barbares et assez primaires d'une agression à domicile, qu'en fait tout ça est extrêmement commandité, avec des commanditaires qui bien souvent sont à l'étranger, qui ont auparavant mandaté des hackers pour aller récupérer des listes, absorber des listes de détenteurs de cryptoactifs, donc en hackant des sites d'entreprises privées, et ensuite, avec de l'ingénierie sociale, parvenir à identifier quel est le montant détenu. Et c'est un petit peu sophistiqué, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un petit peu sophistiqué parce qu'on est filmé, pour savoir exactement quel est le montant détenu par chacune des victimes. Et ensuite, là aussi, toujours dans cette sophistication, c'est l'utilisation de réseaux de téléphonie cryptés. Je pense à Discord, je pense à Telegram, et évidemment il y en a d'autres, qui sont utilisés pour recruter des commandos que les commanditaires n'ont jamais vus, et des commandos qui se mettent à disposition pour aller agresser les victimes à leur domicile. Et ensuite, donc l'agression est véritablement, on a affaire à des agressions qui sont extrêmement violentes. Et ensuite, les cryptos sont subtilisés et ensuite blanchis en passant par des mixeurs et là aussi par des dispositifs qui sont extrêmement sophistiqués. La deuxième évolution très forte
en matière de criminalité organisée. De ce qu'on constate, c'est une imbrication très forte entre les équipes. J'ai en tête un dossier qui a été démantelé, une structure qui a été démantelée par l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, qui est une structure de police judiciaire qui est sous l'autorité du directeur de la gendarmerie nationale, il y a quelques mois. Et ça portait sur des vols de GPS agricoles. Donc c'est des matériels assez déjà essentiels pour les agriculteurs et assez coûteux, et qui sont dérobés dans les exploitations agricoles sur tout le territoire, mais également dans le Benelux, en Allemagne, etc. Et dans ce démantèlement de structures, ce qu'on a identifié, c'est des commanditaires qui étaient des commanditaires lituaniens, qui donnaient des ordres à des voleurs qui étaient des voleurs roumains, des GPS agricoles qui étaient recelés en Moldavie, et le financement se faisait avec des cryptoactifs qui partaient de comptes qui étaient hébergés, des comptes en Ukraine. Donc vous voyez toute la complexité du dispositif et de l'imbrication de ces groupes criminels qui s'associent pour cette activité et qui, pour d'autres activités, trouveront d'autres structures et d'autres associations. Et ça veut dire que pour nous, avec une activité qui est très cloisonnée, c'est toute la difficulté de parvenir à identifier l'ensemble de la structure et remonter jusqu'aux auteurs. Une évolution également qu'on constate, bien sûr, c'est les profits considérables qui sont générés par cette criminalité organisée. À titre d'exemple, le montant ce qu'on évalue comme le bénéfice de la criminalité organisée au niveau international serait l'équivalent de 2 fois la somme du budget de toutes les armées du monde. Donc, ce qui permet de mesurer la puissance de ces groupes criminels et ensuite la nécessité de blanchir cet argent, notamment en l'insérant dans l'économie légale. Une grande violence, je l'ai évoqué tout à l'heure avec le dossier des cryptorapts, et on voit au sein de cette criminalité organisée des recours à la terreur et de manière plus globale une violence qui ne cesse d'augmenter. On évoquait tout à l'heure le cas de l'assassinat de Mehdi Kessassi, mais on constate sur d'autres faits, par exemple pour la gendarmerie en 2025, on a sur des saisies incidentes d'armes. Donc des saisies incidentes, ça veut dire qu'on sur des perquisitions, notamment des saisies qui sont effectuées dans le cadre de dossiers qui ne portent pas sur les trafics d'armes, mais dans lesquels, par exemple, on travaille sur un trafic de stupéfiants, on va découvrir des armes au domicile des mises en cause. On est sur une augmentation de plus 100% entre 2025 et 2024 sur le nombre d'armes qui ont été saisies. Donc c'est vous dire bien que ces armes, elles servent, et en tout cas, elles sont utilisées pour faire peur au moins, et voire pour évidemment servir pour des tirs. Ce qu'on retient également, et là aussi c'est une évolution qui avait été marquée par le rapport parlementaire, le rapport du Sénat qui a donné lieu à la loi du 13 juin 2025 sur comment sortir la France du narcotrafic. C'est que aujourd'hui, il n'y a plus de territoire qui n'est pas concerné. Alors là, en l'occurrence, c'était sur le trafic de stupéfiants, mais de manière plus globale par la criminalité organisée. Bien sûr, les grandes cités sont les premières concernées, mais on constate également que dans les territoires périurbains, dans les territoires ruraux, et y compris dans les territoires ruraux qui ne sont pas directement sous l'influence d'une grande ville, mais sur des territoires qui sont des territoires ruraux plus profonds, on constate là aussi des présences de cette criminalité organisée. Et en l'occurrence, ce qui était souligné dans le cadre de ce rapport, c'était des trafics de produits stupéfiants. Et enfin, pour terminer sur cet état de la menace globale, c'est bien sûr, et je pense que M. Zoulas nous le présentera tout à l'heure, c'est le rôle et l'importance des trafics de produits stupéfiants. Je ne sais plus si c'est le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice qui parlait de la reine des batailles, mais c'est également une criminalité organisée qui, bien sûr, est liée au trafic de stupéfiants, mais également une criminalité organisée qui est également protéiforme, avec une somme d'activités criminelles. Dans ces activités criminelles, on va trouver des infractions qui sont des infractions violentes ou des infractions extrêmement visibles. C'est par exemple le trafic de tabac. Aujourd'hui, il y a 1 cigarette sur 4 sur le territoire qui est fumée sur le territoire et qui est issue de la contrebande
ou de la contrefaçon du tabac. C'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires estimé. C'est la traite des êtres humains, c'est les vols en bande organisée, c'est le crime environnemental. Donc c'est des choses extrêmement visibles. Et également, il y a d'autres infractions qui sont moins visibles, et pourtant qui sont également extrêmement importantes. Et je pense notamment à tout ce qui est lié aux fraudes, les fraudes fiscales, les fraudes sociales et les fraudes aux moyens de paiement. Vous savez, notamment ces SMS qu'on reçoit sur nos téléphones portables et auxquels certains répondent. Les bénéfices sur le territoire national, les bénéfices de ces fraudes aux moyens de paiement sont estimés en 2025 à 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, c'est la moitié du coût du porte-avions la France Libre, qui donc est en construction. Ça permettrait, 5 milliards d'euros, de faire fonctionner nos 86 000 détenus pour l'alimentation, etc., tous les frais de fonctionnement des maisons d'arrêt, pour vous mesuriez ce que ça génère en matière de préjudice et surtout en matière de bénéfices après à réinjecter dans l'économie légale. Et le dernier volet, pour conclure, le dernier volet de cette criminalité, qui est une criminalité qui est discrète et invisible, c'est évidemment la cybercriminalité qui a augmenté de 40% en l'espace de 5 ans, où là, au sein de la cybercriminalité, là aussi, on trouve toutes les formes de contentieux. C'est des trafics de stupéfiants, des trafics d'armes, des extorsions, des atteintes à la réputation, des atteintes à l'image, c'est du vol de données. Et donc une délinquance qui augmente de plus en plus avec une numérisation croissante de la sphère publique et de la sphère privée. Et là aussi, des infractions, donc, comme je le disais, qui ne cessent d'augmenter. Et des coûts également très forts, notamment pour nos entreprises. En 2025, le coût de la cybercriminalité pour nos entreprises, c'est 100 milliards d'euros. Donc ça permet quand même de mesurer les implications et les conséquences de cette criminalité organisée. Voilà pour cette présentation un peu plus globale avant d'arriver dans le vif du sujet. C'était excellent, merci beaucoup. J'ai bien apprécié. J'aurais jamais pensé. Vous aviez mentionné de l'aspect agricole. Moi, vous parliez de criminalité discrète. J'aurais vraiment jamais pensé. Mais merci beaucoup d'avoir, malgré l'absence de la règle Chatham House, merci de nous avoir donné certains détails. Monsieur Zoulas, merci de nous avoir rejoints. Je sais que vous avez un horaire très chargé. Merci de vous être joint à nous cet après-midi. Merci d'avoir accepté l'invitation aussi. Je vous présente très brièvement. Dimitri Zoulas, c'est le chef de l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST, qui est rattaché, qui est en collaboration avec le Parquet national anti-crime organisé. Très important. Je crois que vous êtes, depuis 2025, début 2025, vous êtes en poste, si je ne me trompe pas. Le PNACO, c'est quand même assez important. C'est un développement qui est similaire à celui du Parquet national antiterroriste en termes de portée, en termes de signification, mais relié au crime organisé, relié au trafic anti-stupéfiants. Et donc, quand même, une fonction très, très importante. Vous êtes aussi commissaire, si je ne me trompe pas. Donc, et vous allez, le général Noyau nous a décrit un état de la menace qui, à la fois qui était très détaillé, mais aussi très global. Vous allez entrer un peu plus dans le détail, l'état de la menace, particulièrement avec tout ce qui est narcotrafic, drogue. Et donc, je vous laisse la parole nous dresser ce portrait. Merci. Merci beaucoup. Combien de temps on a devant nous? On a encore très bon. Avant de laisser la parole à notre auditoire pour les questions, je dirais on a encore 50 minutes. Donc, on est très bon. Très bien. Je vous demande, mais si vous êtes en mesure de limiter ça à 10-12 minutes, ça serait bien. Très bien. Très bien. Écoutez, je pense que vous êtes un public d'horizons divers. Pour ceux qui sont en civil, il faudra qu'on devine au travers de vos questions. Et pour ceux qui sont en tenue militaire ou de tenue de force de l'ordre, j'y vois un peu plus clair. En tout état de cause, je suppose que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez un intérêt pour les questions stratégiques et les questions liées à la criminalité organisée, vues sous l'angle d'une menace à la sécurité nationale. Je vais traiter, en tout cas, la partie qui me concerne principalement, c'est le trafic de stupéfiants. Je vais essayer en quelques minutes de vous faire apparaître la physionomie générale de cette activité criminelle en France
Et puis après, au fur et à mesure des questions, si vous voulez bien, on pourra aborder la réponse de l'État français. Elle est de toute façon juridique, complexe, mais elle est aussi opérationnelle et parfois même audacieuse, notamment quand elle développe des stratégies de coopération internationale et des actions de renseignement. Et puis, on pourra développer au fur et à mesure de vos questions, et éventuellement, si votre préoccupation, c'est de savoir à quel point ces phénomènes qui relèvent finalement du droit commun et de la police quotidienne finissent par menacer les structures profondes de notre société et remettre en cause l'état de droit, d'une manière plus insidieuse mais plus puissante, à la façon d'une lame de fond qu'un ennemi identifié sous la bannière d'un groupe terroriste ou encore d'un État hostile. Parce que là, il n'y a pas d'hostilité particulière. Il y a une dégradation de l'organisme France, de l'intérieur, sous l'effet, pour ce qui me concerne en tout cas, puisque je suis actuellement le chef de l'Office anti-stupéfiants, au moins d'une des manifestations de la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants, qui aujourd'hui en France est majeur. Je veux dire, elle est majeure au sens, elle est majoritaire en nombre d'infractions. Et en plus de représenter le plus grand nombre d'infractions, et donc de personnes détenues, si vous voulez, c'est très concret, de mise en cause, de procédures judiciaires, elle est aussi constitutive d'un flux entrant de produits toxiques à haute valeur ajoutée, qui génèrent encore d'autres infractions qui sont juridiquement qualifiées d'autres choses, blanchiment, violence, tout ce que vous voulez, mais qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas une compétition pour garder les parts de marché de ce flux de produits toxiques à haute valeur ajoutée. Et donc, on est sur un sujet matriciel. Et puis, on est sur un sujet qui va vous intéresser si on est un peu dans la géopolitique, tout simplement parce que les drogues, dans leur grande majorité, ne sont pas produites en France. Il y en a un petit peu, hein, mais ce n'est pas du tout un phénomène pour l'instant. Elles sont donc importées. Et quand on fait de la lutte anti-stupéfiants, on fait bien sûr de la lutte contre la criminalité organisée, mais elle nous conduit immédiatement sur les chemins de la drogue. Et si vous aviez là derrière une carte du monde, vous verriez des flèches de toutes les couleurs qui viennent de toutes les régions du monde et qui viennent vers la France, puisque en fait c'est l'état de la menace en France que je vous fais. Mais tous les pays constatent, en tout cas ceux qui ne sont pas producteurs, des phénomènes d'acheminement maritime, aérien, terrestre, par colis postal, par tout ce qu'on appelle les vecteurs et les itinéraires possibles pour faire venir ces produits et les mettre à la disposition du consommateur. Contrairement à d'autres activités de la criminalité organisée, ici on est en présence d'un marché. C'est la troisième caractéristique singulière du trafic de stupéfiants. On a dit majoritaire, étrangère, et c'est un marché. Si on prend un groupe méchant qui enlève un propriétaire de crypto pour lui extorquer de l'argent, ça n'est ni un flux, ni une importation, vous voyez, ni un marché. C'est de la crimorgue au sens pur, de la même façon, en gros, que le proxénétisme. Vous voyez, c'est plus localisé, etc. Là, on a une dynamique particulière. Et maintenant, je vais vous l'illustrer, pour que vous compreniez aussi que c'est le marché qui crée la conflictualité et les guerres de territoire. Si vous arrivez à acheter 1 kilo de cocaïne à Bogota, je vous le déconseille d'ailleurs, parce que dans les négociations pour avoir ce prix, vous risquez de ne pas rentrer. C'est quelque chose qui est réservé à des initiés qu'on appelle les trafiquants internationaux. Donc, vous achetez d'ailleurs pas 1 kilo, vous en achetez beaucoup plus. Vous allez l'avoir en ce moment à 1 000 €, incluant les frais d'acheminement vers l'Europe. Si vous êtes assez intelligent, vous allez dissimuler cette marchandise dans du fret containerisé ou du fret aéroportuaire avec des fausses sociétés, etc., pour que la douane, la gendarmerie, la police ne voient pas trop et ne puissent pas contrôler, puisque vous savez qu'on est dans un monde ouvert et que quand on cherche un produit dissimulé dans du fret commercial, c'est comme si vous cherchiez, comme on dit, une aiguille dans une botte de foin. Et donc, la meilleure façon de le faire venir, le produit, c'est de le dissimuler commercialement. Si vous faites ça et que vous faites venir par hasard, hein, je dis quelque chose qui n'est jamais intervenu le 5 mars 2025 à Dunkerque, 10 tonnes de cocaïne qui sont dans un conteneur et qui sont supposés être du sucre guadeloupéen. D'ailleurs, le camouflage n'est pas très très bon parce qu'on n'importe plus de sucre guadeloupéen.
Mais il y en a quand même un peu encore dans les cannes à sucre. Et les malfaiteurs ont cru que c'était une bonne dissimulation. Vous ouvrez le conteneur. Dedans, il n'y a même pas du tout d'autres matériaux. Et il y a 10 tonnes de cocaïne qui sont d'ailleurs conditionnés dans des paquets avec des logos. Et les logos, il y en a 27, et c'est 27 logos différents. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je vous dis ça. La personne qui a organisé ça, elle est assez bonne en commerce. Elle aurait pu dans un autre monde, si elle n'était pas née dans une cité française et qu'elle n'était pas originaire de l'immigration, parce que c'est ça le profil de nos grands importateurs en France. Ils se sont construits dans les cités autour du trafic de résine de cannabis dans les années 2000, et certains d'entre eux, 1 sur 1000, sont devenus aujourd'hui le top 5 des importateurs français. Si vous êtes une de ces personnes, d'ailleurs, vous n'êtes plus en France depuis belle lurette, et vous êtes loin de la violence et des vicissitudes des territoires. Vous êtes un logisticien international de la même façon que les importateurs de la Ndrangheta ou les cartels balkaniques, slavophones ou albanophones qui sont spécialisés dans cette partie-là du trafic, qui est pacifique, qui est logistique, qui est commercial. Mais c'est vous qui empochez la mise, puisque vous allez le vendre en juin dernier à 25 000 € le kilo. Vous multipliez par 25. Ensuite, maintenant, la cocaïne, malheureusement pour mes statistiques et ma position, le prix de gros de la cocaïne s'est effondré l'année dernière. Il est désormais à 15 000 € le kilo à l'arrivée sur le territoire métropolitain. Mais enfin, vous faites toujours x15. Ensuite, vous revendez à des semi-grossistes, comme pour Ikea, je suppose qu'ils font comme ça, ou tous les gens qui ont un processus commercial. Vous revendez à des semi-grossistes qui, eux, c'est pour ça que je vous ai parlé des 27 lots différents avec des logos. Eh bien, il y en a un qui a commandé 300, un qui a commandé 200, et lui, il va venir les chercher là où la marchandise aura été déposée, dans des camionnettes, et les transporter dans ce qu'on appelle les bassins de criminalité, là où en France, il y a un marché et ce sera écoulé. Le semi-grossiste, lui, il n'est pas petit, il est gros, parce que lui, il peut perdre 300 kilos et les racheter immédiatement. Lui, il a des garages, il a des personnes qu'il n'a pas recrutées sur Internet comme ça au hasard. C'est des gens de confiance pour conduire, c'est des personnes de confiance, des petites structures. Il a peut-être des garages, des choses comme ça. Lui aussi, il est issu du trafic de stupéfiants dans les cités en France. Et lui, il va achalander plusieurs places, la place nantaise, la place lyonnaise, etc. Il va empocher encore une mise. S'il les a achetés à 15 000 € le kilo, on est dans du commerce absolu. Ça pourrait même être légalisé complètement, si ce n'était pas la toxicité des produits. Et donc, lui, il va le revendre 30 000, 35 000 à quelqu'un qui, lui, maîtrise les territoires de vente. Et là, en France, on est donc là dans, si vous voulez, il y a 3 étages donc, de la pyramide, les importateurs, les semi-grossistes et les organisations territorialement assises, qui ont une assise territoriale plutôt, et qui, elles, vendent. À ce stade-là, dans le bas de la pyramide, vous avez 200 000 personnes qui travaillent. Vous voyez, le secteur est un employeur considérable. Ces 200 000 personnes, elles font beaucoup parler d'elles parce que certaines se sont structurées en groupes, se sont donné des appellations ethniques, se sont munies de Kalachnikov, font aussi de la sécurité à côté, sont caractérisées par un faible niveau éducatif et une intégration très partielle dans le corpus national. Et de toute façon, ils risquent plus de s'intégrer puisque le moindre petit garçon qui fait le chouf en bas d'une cité gagne 50 € par jour à 14 ans. Et aujourd'hui, on peut en recruter un de 18 ans pour 1 000 €, lui donner une Kalachnikov et il va tuer un type de la cité d'en face. Et ça fait des violences, beaucoup de violences. 300 narcomicides et tentatives de narcomicide par an. Ça a doublé en 10 ans. Comme a doublé, mesdames et messieurs, le marché criminel. Il était évalué à 3,5 milliards. Il y a 5 ans, il est à 7 milliards maintenant. Les consommateurs ont doublé. Les prix ont baissé. La pureté des produits a augmenté. Le taux de THC pour le cannabis, le taux de pureté de la cocaïne, tout montre une amplification des parts de marché en France. Et alors après, on n'aura pas le temps, mais chaque produit a sa propre analyse, de la même façon qu'une entreprise qui vend des Adidas bleus a une politique commerciale pour les Adidas bleus. Si elle veut ensuite vendre des t-shirts, elle a une politique commerciale. Donc, par exemple, le shit qui est un élément indissociable
du paysage français, et parce que c'est la drogue la plus consommée en France, il y a 5 millions de consommateurs, et bien, si vous voulez, la mode des années 90-2000, elle est en train de partir toute seule, c'est-à-dire que les tranches d'âge de jeunes consommateurs, en dessous de 15 ans, n'aiment plus le shit. Le shit qui venait donc, c'est de la résine de cannabis, conditionnée en valise dite marocaine, produite dans le Rif, acheminée via l'Espagne. Ils préfèrent désormais des produits plus joliment conditionnés, produits toujours dans ce même cannabis, produits en Espagne, l'herbe de cannabis, produit en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, les mêmes pays, en tout cas pour les États-Unis, qui nous font des leçons sur la manière de traiter les narcos, mais qui, ne faisant pas attention et ayant légalisé l'herbe de cannabis, eh bien, ne gèrent pas leur surplus et ça vient par palette entière chaque semaine à Roissy, 250 kilos, même au Havre, 1,8 tonne d'herbe canadienne. Et alors elle est mieux conditionnée, c'est joli, etc. Donc il y a un taux de THC d'ailleurs qui est entre 30 et 39%, c'est le tétrahydrocannabinol, c'est celui qui vous tourne la tête. Normalement dans la plante c'est à 6%, les Marocains ils te le produisent désormais à 20%, et bien cela c'est 30 à 39%. Je ne vais pas vous faire tous les produits, mais c'est très intéressant. Il y en a aussi beaucoup de synthèses. Ce qu'il faut que vous compreniez de le mouvement dont je parle, c'est qu'il est, malgré toutes les politiques publiques, qui sont d'ailleurs en France essentiellement répressives, vous noterez au passage qu'il y a très peu de prévention visible sur la drogue, alors qu'on nous empêche de fumer et de boire. Et c'est écrit partout dans l'espace public, mais pour la drogue, il y a très peu de choses, et il n'y a d'ailleurs pas de contre-discours sur Internet, puisque une partie de ce trafic est désormais sibérisée. Alors voilà, si vous voulez, l'état de la menace. En bas du spectre, 200 000 vendeurs et autres, chefs de point de deal, des aides-mafias, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est la conséquence. Attention, c'est très dangereux. Ils menacent maintenant, ils veulent tuer des magistrats, des policiers, des gendarmes. Attention, je ne dis pas, ce n'est pas une question de dangerosité, c'est une question de dynamique. Dans la dynamique, dans le mouvement, ces choses-là n'arriveraient pas s'il ne pouvait pas revendre le kilo qu'il a acheté à 30 000 à 55 000 euros le kilo, puisque au gramme, c'est 55 euros, vous voyez. Donc, ils se disputent pour ça. Ils vont plus, d'ailleurs, se disputer sur la cocaïne, parce qu'elle a une plus grande valeur ajoutée, et donc le taux de conflictualité augmente, parce que je vous tue pas pour 10 000, mais je vous tue pour 100 000. C'est aussi simple que ça. Les trésors, ça provoque... Donc, la résine de cannabis, par exemple, c'est pas x15, c'est x2. Donc, bon, la plus-value est moindre. Mais il y a plus de consommateurs, vous voyez ? C'est un schéma commercial. 200 000 en bas, qui sont tous remplaçables. Remplaçables. Vous pouvez les mettre en prison tous. Ils sont remplaçables immédiatement. Si vous voyez la physionomie de quelqu'un des 200 000, il est remplaçable immédiatement. On lui demande de garder, de conduire, de compter les billets, de cacher dans la cage d'escalier, de chouffer autour et d'aller tuer des gens de la cité d'à côté. Évidemment, il y a quelques caïdas qui sont un peu plus durs, mais enfin, tout ça est remplaçable. Et si vous voulez, tant que les flux arrivent à une grande vitesse, ça se recréerait immédiatement, même si on mettait les 200 000 en prison ou en centre de redressement. C'est pour ça qu'on veut faire une stratégie, toutes les forces de l'ordre ensemble, en ciblant les organisateurs et aussi en travaillant avec les pays d'origine, autant d'ailleurs sur d'illusoires campagnes de réduction des productions, mais surtout sur l'identification des itinéraires des drogues, sur le ciblage en amont des containers, sur le ciblage à l'arrivée, sur le ciblage surtout, et c'est ça qui est intéressant, des personnages qui sont capables de faire circuler ces produits dans le monde. Vous voyez, c'est un peu ça. Et puis je peux continuer très très longtemps l'état de la menace, si vous voulez, parce qu'on vit par exemple en ce moment une crise de la cocaïne, tout simplement parce que les pays de production ont une augmentation de la production, c'est toujours des logiques commerciales, 4000 tonnes sont produites de cocaïne, et donc après avoir copieusement alimenté le marché américain, nord-américain, on atteint là-bas, comme pour nous, la résine, qui ne progresse plus. Il n'y a plus de nouveaux fumeurs de résine, de cannabis, ça reste stable. On en saisit 100 tonnes par an, à peu près. Eh bien, aux États-Unis, il n'y a pas plus d'utilisateurs de cocaïne, parce que depuis Escobar, ils l'ont à disposition, alors qu'en Europe, on ne l'avait pas. Attention, maintenant, on est habitué à l'idée, mais il y a 20 ans, c'était très rare, la cocaïne. Maintenant, c'est très, très fréquent. Du coup, commercialement, les parts de marché de la cocaïne, elles sont à gagner en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, parce que c'est 50 € le gramme quand même.
Si vous l'amenez en Afrique, vous n'allez pas avoir de succès avec une drogue pareille, parce qu'elle n'est pas du tout adaptée au consommateur, en tout cas à son portefeuille. Vous voyez, donc on vit un moment de la cocaïne. D'abord parce qu'on ne peut plus vendre trop aux États-Unis. Je veux dire, ils achètent déjà autant qu'ils peuvent. C'est d'ailleurs parce qu'aux États-Unis, une des raisons pour lesquelles ils ont connu la crise des opioïdes, c'est que les grandes organisations latino-américaines, qui sont moins en France que ce qu'on dit dans les médias, c'est plutôt des producteurs là-bas, ils vendent de la cocaïne, ils voient que ils sont obligés de diversifier. Et c'est comme ça qu'on passe de la série Narco à la série Breaking Bad, où ils vendent de la crystal meth à un autre public. Et plus tard, ils trouvent qu'il y a une vulnérabilité dans le système de protection sociale américain, et surtout parce que les médecins américains avaient prescrit du fentanyl à des fins médicales, et ça a créé des addictions. Et il ne faut pas se moquer des Américains, parce que les médecins français, dans les années 1920, prescrivaient de l'héroïne en tant que médicament en France. Donc il y a des erreurs comme ça qui fait qu'il y a eu, en plus c'est des trash people souvent, avec une drogue pas chère, facile à fabriquer sur le plan chimique, et donc les cartels mexicains se sont mis à vendre aussi du fentanyl. La raison pour laquelle ça ne vient pas en Europe, maintenant vous l'avez compris, c'est que nous on est en train de gagner, le marché augmente de la cocaïne. Et puis j'arrête de faire l'oiseau de mauvais augure, parce que quand on atteindra notre limite de cocaïne, on ne pourra plus consommer, parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais consommer de drogue, je veux dire. Eh bien, il y aura des offres qui sont déjà en cours de produits synthétiques, où là, on tombe dans une variété qui est infinie, comme la chimie. Et puis, on voit que celles que vous connaissez, MDMA, Ecstasy, sont en pleine progression chez les jeunes. Et puis, on a ce qu'on appelle les nouvelles drogues de synthèse, qui imitent les effets des autres, des cannabinoïdes de synthèse, des choses comme ça. Les jeunes, maintenant, se baladent avec des petites fioles de liquide qui s'appellent PTC, Pète ton crâne, ou Buddha Blue, où on trouve 10 fois le taux de THC qu'il y aurait dans un joint, avec des choses qui sont très dangereuses. Enfin, l'actualité est pleine de ce genre de choses. Donc, il y a aussi beaucoup de laboratoires qui sont installés partout en Europe, moins en France qu'ailleurs, mais les laboratoires de produits chimiques sont déjà là, ils sont faciles à faire, ils s'appuient sur le commerce légal de produits précurseurs qui viennent de Chine et d'Inde. Et donc, si on finit par réduire le problème de la cocaïne aujourd'hui, on aura immédiatement une montée en puissance des drogues de synthèse qui correspondent d'ailleurs aux habitudes de consommation aujourd'hui cyberisées sur Internet de toute une population qui, pour la partie française en tout cas de la population, était déjà connue pour être un grand consommateur de calmants et de médicaments de ce genre-là. Si vous voulez, il y a des pays qui sont plus vulnérables que d'autres, et il y a des produits qui marchent mieux dans certains pays que d'autres. Le Captagon, par exemple, en Europe, personne ne l'utilise. Bon, il y a des modes comme ça. Voilà un peu un panorama. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de dire un peu ce qu'on fait, comment est organisé l'État français, la justice, la police, les relations internationales. On va y venir. Si vous voulez. Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour l'aperçu. Vous vous êtes dit un peu, c'est très détaillé, c'était très précis. Merci beaucoup pour ça. Bon, étant donné nous, on est basé à Berlin, on peut vous en dire un peu sur les drogues chimiques, l'importance du réseautage, tout ce qui est lié au milieu des clubs, des boîtes de nuit, des crimes organisés. Donc, effectivement, on voit un peu les ravages de ce genre de drogue-là dans notre coin. Patrice Godefroy, vous avez un peu le... Je ne sais pas si c'est l'avantage ou le désavantage d'être carrément en 2 sièges, d'avoir à composer avec l'aspect gouvernance d'un sujet qui est très compliqué, de l'aspect national, international, d'avoir à gérer ça d'un volet public. Donc, comment est-ce que pour vous, en tant qu'institut qui doit justement gérer ce genre de gouvernance, qui conseille là-dessus, pour vous, comment est-ce que vous voyez la gestion publique de ce type de menace-là? Merci beaucoup. Et puis merci, bonjour à tous, et merci aux organisateurs pour l'invitation. C'est effectivement comme on dit en anglais, une humbling experience d'être encadré par le général et puis par le commissaire. Alors peut-être juste pour situer un peu mon intervention, parce que c'est vrai que je vais prendre une perspective un petit peu différente. Donc le DECAF, le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de sécurité, on n'est effectivement pas dans l'analyse, pas dans la réponse, pas dans la spécialité autour du crime organisé transnational ou des narcotrafics. Nous, notre aire d'expertise, c'est donc la gouvernance. C'est-à-dire comment est-ce que les principes de redevabilité, de transparence, de contrôle démocratique
démocratique des institutions, de participation de la société civile et des citoyens, comment ces principes sont vraiment au cœur de l'action des forces de sécurité et de l'ensemble des acteurs qui participent au secteur de sécurité. Donc encore une fois, le Parlement, la société civile, les différentes forces de sécurité, etc. Donc à partir de là, qu'est-ce que je fais dans ce panel en fait, et quelle est notre perspective? Donc on n'est pas des experts des trafics, mais on est des experts des institutions. Et là, je rejoins vraiment, je fais le lien avec ce que vous mentionniez, c'est-à-dire qu'effectivement, le crime organisé transnational, c'est une menace profonde pour les institutions et pour les équilibres sociétaux. Mais j'irais même un cran plus loin, c'est que ça se nourrit des failles. Et je pense que c'est quelque chose qui ressort vraiment de vos interventions à tous les deux, c'est-à-dire que, puisqu'on a dans notre sujet, on a des questions ici de souveraineté, on a des cartels et des réseaux qui ne vont pas prospérer malgré l'État, mais bien à travers ces failles. Et donc nous, à DECAF, on va plus travailler donc, avec des États fragiles et avec une dimension internationale, donc c'est peut-être plutôt là-dessus que je vais me concentrer, mais je pense qu'il y a un certain nombre de leçons apprises qui peuvent être intéressantes, et au niveau national, et puis au niveau de la coopération entre États. Donc nous, il y a 3 dynamiques convergentes qui nous posent question et puis qui se traduisent ensuite en termes de gouvernance. C'est le côté transnational. Donc on travaille beaucoup notamment dans la région des Balkans avec toute la séquence Balkans, Europe occidentale, Sahel, Méditerranée, aussi dans la zone Caraïbes, Amérique latine et Haïti. Et je reviendrai sur l'exemple d'Haïti. Donc il y a toute cette dimension transnationale. Donc quand il s'agit d'institutions, comment est-ce qu'on interagit à ces 2 niveaux? On a un côté hybride, vous l'avez mentionné, et puis dans des États comme Haïti, au Sahel, etc., on a vraiment des États dans l'État. Et donc des frontières très floues entre les gangs et puis les hauts responsables. Et puis il y a un 3e élément qui a été aussi mentionné, qui est celui de la digitalisation. Et donc, face à ça, je pense qu'on va parler de... Vous deux allez parler de réponses, et notamment de réponses au niveau français et européen. Nous, au DECAF, on voit effectivement que les interventions opérationnelles, elles sont absolument essentielles, mais qu'il est autant essentiel de s'attaquer aux causes profondes qui permettent, encore une fois, cette prolifération et cet espace qui est donné au crime organisé. Parce que si on ne s'adresse pas à ces causes profondes, vous avez décrit une vraie agilité, capacité à se transformer de ces réseaux. Et bien effectivement, si on ne s'adresse pas aux causes profondes, si les conditions de gouvernance ne changent pas, alors les réseaux se reconstituent. Et donc la vraie vulnérabilité, elle est opérationnelle et elle est aussi institutionnelle dans tout ce qui est gap de coordination, la coordination entre agences, la coordination entre les forces de sécurité dans son ensemble. Vous l'avez mentionné également. Et donc peut-être juste pour donner une illustration avec l'exemple d'Haïti, parce qu'au DECAF, on a été mandaté, donc on est une organisation de la société civile, mais on a des partenariats forts avec un certain nombre d'États au niveau international, et on a été mandaté par la Suisse, la France et l'Allemagne l'année passée précisément pour faire un assessment du secteur de sécurité et de sa gouvernance donc, en Haïti. Et je trouve que là, on voit vraiment une illustration de l'ensemble de ces facteurs. On est donc sur un contexte où on a des problèmes de développement, de corruption endémique, une implication des élites dans des activités de criminalité. On a donc effectivement ce qu'on mentionnait, les liens directs ou indirects avec des groupes armés. On a une frontière floue entre l'ordre légal et l'ordre criminel. Et à côté de ça, on a un écosystème sécuritaire qui est extrêmement fragmenté, extrêmement faible, avec une police nationale haïtienne, malheureusement, qui n'est pas encore complètement en mesure, enfin qui n'est même pas en mesure de faire face à la prolifération des gangs, et qui est même sujet d'allégations en termes de violation de droits humains et d'exécution extrajudiciaire. Les forces armées d'Haïti sont également encore très embryonnaires, elles manquent d'effectifs, etc. Donc on est effectivement dans un système où on a une faiblesse stratégique, une faiblesse opérationnelle qui représente ces failles dans lesquelles s'engouffrent les réseaux criminels. Et alors, ce qui est intéressant avec l'exemple d'Haïti, c'est que presque pour la première fois, on a une mission internationale qui s'est créée pour répondre à la situation. Alors, on est très habitués tous aux missions de maintien de la paix des Nations Unies dans des contextes de conflits armés. Ici, on a une mission internationale de soutien à la sécurité qui a été créée en 2024. Mandat limité, insuffisant, étendu par la suite. Mais ce sera très intéressant de suivre comment ce type de mission arrive ou pas à effectivement faire la différence et être en appui aux forces de sécurité et au gouvernement au niveau national pour
pour lutter contre la gangrène des gangs, si j'ose dire. Et je trouve que l'exemple d'Haïti, il est aussi très intéressant sur... vous décriviez une menace effectivement très agile et aussi très organisée. Et en Haïti, c'est assez fascinant de voir comment les gangs ont été capables, eux, de décider de se fédérer pour, donc plus que les institutions elles-mêmes, pour avoir cette prise de contrôle territorial qu'on connaît et exercer cette violence contre les institutions. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, les gangs contrôlent 85% d'Haïti. Donc voilà pour cette description avec l'exemple d'Haïti. Si vous me permettez, par rapport à quand même quelques éléments de réponse. Donc nous, quand on regarde un petit peu les choses d'un point de vue de gouvernance, on a des leviers sur lesquels on peut engager avec nos interlocuteurs. Un premier levier, c'est comment est-ce que les forces de sécurité sont nommées et validées. En d'autres termes, qui va surveiller ceux qui sont censés vous surveiller, qui contrôle les gardiens. Deuxième point, le contrôle parlementaire. La question à se poser, c'est est-ce que les législateurs ont les outils pour contrôler les budgets sécuritaires et les opérations sensibles. Et je pense que on va y revenir juste ensuite. Avec aussi une notion évidemment sur les opérations de renseignement. Et puis troisième point, la question de la société civile et des médias, qui constituent souvent en fait un premier rempart, un premier élément de surveillance, un premier élément de monitoring, de remontée d'informations, et où en est-on par rapport à un appui à cette société civile et ces médias. Et donc pour reprendre l'exemple d'Haïti, juste pour terminer sur ces points-là, c'est particulièrement intéressant de voir. En effet, on est dans un contexte où, pour le coup, le Parlement est quasi inexistant. Donc, j'ai décrit aussi le contexte interne au niveau des forces de sécurité. Donc, on est exactement dans un contexte où, justement, l'intervention de la société civile et des médias et l'appui de la société civile et des médias doit faire partie du dispositif de réponse. Donc, je serais intéressée d'entendre aussi quelle est votre expérience par rapport au contexte français, dans un contexte comme Haïti, avec évidemment tous les caveats par rapport à leur propre exposition au risque. On doit être capable de pouvoir les mettre en capacité d'assumer cette fonction naturelle de surveillance et de contrôle. C'était très intéressant pendant qu'on faisait notre assessment en Haïti l'année passée. On a pu discuter avec une militante des droits de l'homme qui nous a dit qu'elle était face à un mur. Que justement, ce dialogue n'existait pas du tout avec les institutions et les hauts responsables. Et on a par ailleurs parlé avec un haut responsable à qui on parlait d'organiser un dialogue multi-stakeholder, comme on dit, avec un petit peu les différentes composantes, y compris la société civile. Et il nous a dit mais enfin, c'est pas comme ça que les choses se passent ici. Donc on voit vraiment que cet aspect société civile et médias, s'il n'est pas poussé, s'il n'est pas appuyé au niveau national et international, il va représenter vraiment un gap dans la réponse. Il y a un deuxième élément qui représente souvent un gap et qui est plus un élément, encore une fois, de réponse à long terme et de prévention, c'est le travail avec la jeunesse. Vous avez rappelé à quel point la jeunesse est un vivier de recrutement. J'avais le chiffre pour Haïti. 50% des membres de groupes armés sont des mineurs. Donc on est dans les statistiques très proches de ce que vous mentionnez. Donc il y a des éléments qui ont été un petit peu, des pistes qui ont été un petit peu établies, y compris autour de la Constitution, autour d'un service civique ou militaire, de développer l'éducation civique dans le pays, etc. Il y a évidemment tout le travail aussi en termes économiques, en termes d'opportunités par rapport à la jeunesse. Et s'il n'y a pas de travail parallèle sur cette thématique, parallèle aux opérations purement sécuritaires, effectivement, le vivier se reconstitue. Il y a toujours des gens à embaucher et des gens à mettre dans cette fameuse ligne de base dont vous parliez tout à l'heure. Et puis enfin, peut-être sur vraiment les investissements significatifs auxquels on peut penser en termes de gouvernance dans un secteur comme Haïti. C'est important de parler de ces investissements parce que souvent dans les contextes fragiles et intéressé de savoir ce qu'il en est pour la France, mais on a vraiment une opposition entre temps court et temps long. C'est-à-dire qu'on a des financements qui sont sur des temps relativement courts, alors que ces investissements, ils doivent se faire vraiment, tout ce qui est résilience institutionnelle et puis résilience sociétale, ça se construit sur du temps long. Donc on parle, et on a mis ces propositions sur la table avec les partenaires internationaux et nationaux, on parle d'investir dans l'efficacité opérationnelle, dans les inspections générales, dans le contrôle, dans le secteur de sécurité, dans l'office de protection des citoyens, dans les évaluations et les révisions régulières de l'EMCO,
donc qui est l'organisme d'évaluation de la menace de la criminalité grave et organisée. Évidemment, tout ce qui est le renforcement de la lutte contre le trafic d'armes, etc., le système pénal. Donc, tout ça, c'est des investissements qui ne se font pas en 3 ans de manière évidente et qui justifient d'avoir un minimum de vision, de stratégie au niveau national et au niveau international. Et deux points finalement sur l'exemple d'Haïti, et peut-être vous le mentionnerez pour vos autres contextes. Je trouve très intéressant parce qu'Haïti nous montre comment, quand le dispositif de réponse et l'écosystème sécuritaire est trop faible au niveau national, alors on va chercher les capacités opérationnelles ailleurs. Donc on va le chercher dans le secteur privé. Les fameux PMSC, Private Military and Security Companies internationales avec des ancrages nationaux, etc., prolifèrent. Et ça pose évidemment des questions de régulation, de contrôle, de capacité, etc., y compris en ce qui concerne les droits de l'homme, comme on peut s'imaginer. Et puis, il y a une autre dimension, un autre type de groupe, c'est les groupes d'autodéfense, c'est-à-dire que c'est le cas en Haïti, mais ça a été le cas dans de nombreux contextes, Afrique du Sud, etc. Au bout d'un moment, les citoyens s'organisent. Alors que ces groupes, certains d'entre eux en Haïti ont déjà été intégrés sous les drapeaux, mais qu'est-ce que ça veut dire de nouveau aussi en termes de capacité, de redevabilité et de risque et d'exposition au risque, de menaces concrètement pour les populations, ou, comme c'est le cas en Afrique du Sud, de récupération par les groupes, parce qu'eux-mêmes peuvent basculer dans des comportements de prédation. Voilà, donc le lien entre la gouvernance et le crime organisé transnational, il est vraiment sur ces actions de long terme, de réponse à long terme et de prévention. Et je pense qu'on peut apprendre de ces contextes fragiles pour les menaces qu'on rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que l'exemple d'Haïti, justement, parce qu'on parlait des interdépendances au niveau international, les failles, mentionner les failles, c'est parfait. Justement, je me tourne vers vous, Général. Vous travaillez au niveau opérationnel, vous essayez de colmater les brèches. Comment de travailler ces failles-là? Vous avez heureusement, au cours des dernières années, le gouvernement français vous a donné des outils additionnels pour tenter de combattre ça. C'est le cas aussi pour l'OFAST. Votre travail a l'air de quoi sur le terrain pour gérer justement la menace que vous et M. Zoulas avez décrite? Alors, on fait plus que colmater les brèches. On cherche à garder l'initiative. Et à lutter le plus efficacement possible face à, je l'évoquais tout à l'heure, à une criminalité organisée qui est extrêmement évolutive. Ça veut dire que nous, de notre côté, on doit également s'adapter. On doit s'adapter à plusieurs niveaux. On doit s'adapter au niveau de notre organisation. Et notamment, c'est tous les travaux qui sont issus de la loi qui a été évoquée tout à l'heure sur comment sortir la France du narcotrafic, en particulier en créant des structures de niveau national qui sont à la hauteur des enjeux. C'est toute cette sophistication, cette numérisation, cette internationalisation, cette violence, cette puissance de la criminalité organisée. Eh bien, il faut que de notre côté, on ait des structures de niveau national qui soient en mesure de répondre et de prendre à plein les enjeux et d'être en mesure d'avoir une action globale et d'avoir des expertises fortes pour lutter contre cette criminalité organisée de très haut niveau. Alors, c'est la création au niveau national, vous l'avez suivi, d'un parquet national anticriminalité organisée, comme vous l'avez cité tout à l'heure. C'est un état-major de la criminalité organisée. C'est un chef de filat qui a été confié à la police nationale. C'est la police nationale, et je pense que Dimitri l'évoquera peut-être tout à l'heure, qui s'est réorganisée de son côté. Et au niveau de la gendarmerie, eh bien, là aussi, on s'est organisé au niveau central pour répondre dans les meilleures conditions à cette criminalité organisée et avec tous les enjeux qu'elle porte. Et c'est notamment ce qu'a décidé le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Bonneau, de créer cette unité nationale de police judiciaire à la tête de laquelle j'ai été placé au mois de septembre. Voilà. Et qui regroupe 1100 gendarmes d'unités qui sont des unités de niveau national avec des expertises fortes qui jusque-là étaient atomisées sous des autorités distinctes. Eh bien, on les a placées sous un même commandement pour plus de coordination, pour les engager plus facilement, pour avoir plus de cohérence également dans notre action. Et cette unité nationale de police judiciaire, c'est l'expression du directeur général, il dit régulièrement, c'est un régiment de police judiciaire, c'est la capacité de projeter en masse
des enquêteurs, des experts en renseignement, en criminalistique, en masse pour venir traiter des phénomènes qui nécessitent ces expertises et ces capacités pour être traités dans la profondeur. Puis cette unité, elle a également des expertises très pointues en intelligence artificielle, en criminalité, en crypto-actifs, en capacité d'investigation sur les véhicules qui sont aujourd'hui des mines de renseignement. Comme tout est numérisé, des expertises fortes et on est en mesure de venir appuyer les unités. Et enfin, cette unité, c'est une capacité, elle donne le cap dans la lutte contre la crime orgue pour la gendarmerie nationale. On est très chaîné avec les échelons territoriaux et on donne le cap et on anime et on coordonne pour la gendarmerie toute l'action en matière de lutte contre la criminalité organisée pour identifier qu'elle est correctement prise en compte. Donc déjà, c'est une réforme d'organisation, une nécessité d'organisation qui a été prise en compte de manière globale. Et d'ailleurs, on voit au travers des réunions qui sont actuellement organisées par le président de la République, notamment sur la lutte contre la crime orgue et les trafics, le narcobanditisme, que la somme des ministères qui sont engagés sur la lutte contre cette criminalité organisée. Le deuxième volet, c'est certainement revoir la méthode avec laquelle on travaille. La méthode avec laquelle on travaillait habituellement, c'est on part d'un événement, d'une activité criminelle, et ensuite on remonte sur les auteurs. Le problème, c'est quand on part d'une activité criminelle, on part du micro pour aller vers le macro et vers les structures criminelles. Désormais, on est dans une logique qui est complètement différente. C'est on part de la structure criminelle pour avoir une vision, on dézoome complètement par rapport aux faits criminels. Je dirais qu'on s'intéresse moins aux faits criminels, on s'intéresse aux structures criminelles, aux objectifs qui sont les objectifs prioritaires, et ça a été évoqué tout à l'heure par Dimitri. On s'intéresse aux structures criminelles, on fait du renseignement. Alors on utilise tous les moyens de notre disposition, le renseignement humain, le renseignement des partenaires, le renseignement qui nous vient de l'étranger, le renseignement qui est issu de nos procédures, pour identifier les holdings criminels, et une fois qu'on les a identifiés, d'identifier quels sont leurs niveaux de vulnérabilité, et on va les attaquer par les seuils de vulnérabilité, qui sont par exemple les réseaux logistiques, qui sont par exemple les réseaux de blanchiment. Voilà. Et ensuite, ça veut dire que, on va faire un travail d'initiative. On n'attend pas la commission d'une infraction, mais on va faire un travail d'initiative a priori sur ces structures criminelles, sachant que de toute façon, elles sont impliquées dans des infractions. Et on utilise pour ça tous les moyens qui sont à notre disposition, et la loi nous en donne, le législateur nous en donne de plus en plus, notamment tout ce qu'on appelle les techniques spéciales d'enquête, qui nous permettent d'avoir des mesures qui sont très intrusives pour parvenir à démanteler les réseaux, et là aussi en utilisant des sources humaines de renseignement qui nous apportent des renseignements. Donc vous voyez, il y a de l'organisation, il y a de la méthode. Ensuite, le troisième volet, c'est être capable de prioriser notre action et de dire quels sont les enjeux et quels sont les domaines sur lesquels on doit aller en priorité. Alors bien sûr, il y a tous les contentieux qu'on connaît, et il y a des contentieux sur lesquels les enquêteurs, parce qu'ils sont construits comme ça, ils ne vont pas naturellement. Et le principal de ces enjeux aujourd'hui, c'est le sujet du blanchiment. Parce que le blanchiment, c'est le crime qui permet tous les crimes. C'est, in fine, c'est comment cet argent qui a été acquis illégalement, je vais le rentrer dans l'économie légale pour lui donner un fond de légalité. Et donc, en matière de priorisation, aujourd'hui, nous, en matière d'investigation, les contentieux sur lesquels on demande de s'engager en matière de criminalité organisée de manière globale, évidemment tout en continuant à s'intéresser aux faits, c'est de travailler sur ce blanchiment. Et en la matière, on a une disposition en France qui s'appelle le blanchiment présumé, qui veut que, à partir du moment où il y a eu des manœuvres de dissimulation de l'acquisition des fonds ou de l'intégration des fonds dans l'économie légale, on considère qu'il y a un retournement de la charge de la preuve, et c'est aux détenteurs des fonds de montrer la légalité des fonds en question. Et donc on saisit, et c'est ensuite aux mises en cause présumées de démontrer, avec cet renversement de la charge de la preuve, de démontrer que les biens ont été acquis légalement, ce qui est souvent bien difficile. Quand vous êtes passé par des paradis fiscaux, quand vous êtes passé par des mixeurs en matière de crypto-monnaie, quand vous êtes passé par des sociétés éphémères, quand vous êtes passé par des sociétés écrans, par des gérants de paille, on peut saisir,
Et après, c'est aux mises en cause de démontrer qu'en fait, les fonds ou les biens ont été acquis légalement. C'est une disposition que toute l'Europe nous envie et qu'on utilise de plus en plus parce que véritablement, c'est un levier d'efficacité qui est un levier d'efficacité important. En matière de lutte contre le blanchiment, je disais, c'est le crime qui permet tous les crimes. On considère que ces 58 milliards d'euros qui sont générés sur le territoire national par la criminalité organisée, l'année dernière, la police, la gendarmerie et la douane confondues ont saisi 2 milliards d'euros. Donc ça veut dire que, vous voyez, il y a une marge de manœuvre, que le compte n'y est pas aujourd'hui. On a un véritable effort à réaliser en la matière. Donc je disais, de l'organisation, de la méthode, prioriser notre action, et notamment avec un effort particulier sur ce blanchiment. Et après, et ça a été évoqué, on est sur une approche qui doit être globale. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut prendre en compte tous les aspects de cette criminalité organisée, qui peuvent être la corruption, ça a été évoqué, qui peuvent être la corruption, qui peuvent être les évolutions des outils technologiques, comment on utilise l'intelligence artificielle pour traiter les masses de données qu'on a face à nous, comment on fait évoluer le dispositif législatif, notamment pour nous, une véritable difficulté aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié aux messageries et à la téléphonie cryptée, qui sont difficiles à intercepter. Comment on fait évoluer la loi? Comment on fait évoluer la loi pour que les acteurs du numérique, les GAFAM notamment, basculent, ne soient plus des acteurs du numérique, mais des opérateurs du numérique, qui leur imposera, dans le cadre de la loi, à répondre à nos réquisitions. Comment on voit que l'intelligence artificielle, qui est utilisée dans aujourd'hui par les auteurs, dans tous les types de contentieux, y compris dans les trafics de stupéfiants, notamment avec l'Uber Sheet, comment cette intelligence artificielle, on en fait une circonstance aggravante dans les infractions. Comment, je parlais tout à l'heure de données qui sont captées et qui après servent pour commettre des infractions, pour cibler des victimes. Comment les plateformes qui mettent à disposition ces données, ce ne soit plus simplement du recel de données, mais une mise à disposition de données, une infraction spécifique qui soit lourdement sanctionnée. Et ce qui est assez étonnant sur ces données, c'est une parenthèse, mais ce qui est assez étonnant sur ces données, c'est qu'évidemment tous les malfaiteurs, une fois que les données elles ont été hackées et qu'elles sont mises sur la place publique, sur les réseaux, elles sont devenues publiques. Et les malfaiteurs les utilisent allègrement, et les forces de l'ordre aujourd'hui, c'est des questions qu'on doit se poser, ne peuvent pas les utiliser. On doit continuer, pour avoir les informations, à passer par des réquisitions. Voilà, donc il y a un certain nombre de dispositions. Ces dispositions, bien sûr, c'est évidemment la coopération internationale pour obtenir des extraditions, pour obtenir des accords de coopération avec les pays, notamment les pays sources, les pays de rebond, les pays de transit. Donc vous voyez, une approche qui doit être une approche globale. Et cette approche globale, là je parle beaucoup de judiciaire, mais vous l'avez évoqué tout de suite notamment avec la société civile. Cette approche globale, elle doit aller beaucoup plus loin que le judiciaire. C'est la couverture du territoire, c'est le contrôle des flux, et pas simplement à l'entrée sur le territoire, mais sur le territoire national. C'est la dissuasion par la présence sur le terrain, c'est la prévention, ça a été évoqué tout à l'heure. Et puis, et là aussi ça a été évoqué, en tout cas ça... en filigrane, ça apparaissait, c'est l'éducation à la légalité. Comment faire en sorte que ces jeunes, qui ont été présentés tout à l'heure, ils ne s'engagent plus sur ces trafics de stupéfiants, sur ces activités criminelles, sur ces commandos que je présentais tout à l'heure, mais comment on les éduque à la légalité et on les incite à rester dans le droit chemin. Fantastique, mais merci beaucoup. C'est surtout un bel aperçu, encore une fois, du niveau opérationnel. Il y a des éléments très intéressants qui me permettent de faire le lien avec Béatrice Godefroy et Dimitri Zoulas. Une expression que vous avez utilisée, l'envie de toute l'Europe, certaines dispositions ou une disposition que vous avez. Vous avez évoqué le partage du renseignement, plusieurs aspects. On a environ une dizaine de minutes avant d'ouvrir aux questions. Béatrice Godefroy, Dimitri Zoulas,
cet aspect international-là, l'aspect échange, l'aspect coopération, surtout à l'époque du digital, qui est encore plus important, la prominence ou toutes les zones grises qui ont été mentionnées. De quoi a l'air cette coopération internationale-là? Est-ce que ça se traduit avec des politiques mieux appliquées dans votre cas, M. Zolas? Est-ce que ça facilite vraiment votre travail? Est-ce qu'il y a des parcours qui sont un peu plus difficiles, certaines opérations? De quoi ça a l'air en pratique, cette coopération internationale-là? Mme Godefroy, peut-être? Oui, merci. Alors, toujours pour garder l'angle un petit peu de la gouvernance, effectivement, donc quand on passe sous l'angle international, l'angle de coopération, ça pose de nouveau des problèmes ou des questions de gouvernance. Est-ce qu'il y a un système de mise en œuvre? Quel est le cadre juridique? Quels sont les mécanismes de surveillance? Quel est le niveau de confiance entre les différents acteurs appliqués? Est-ce qu'il y a un mécanisme de révision des textes pour s'adapter régulièrement à l'évolution de la menace, etc. Donc, on a de nouveau des questions de gouvernance qui se posent. Et ce qui est intéressant aussi avec la perspective qu'on a d'avoir travaillé dans une variété de contextes, c'est que tout à la fois la coopération internationale elle est absolument fondamentale puisqu'il faut suivre les routes évidemment, et à la fois elle ne peut être couronnée de succès que si les nations individuellement, les États ont effectivement fait ce renforcement institutionnel et puis mis en place ces capacités de réponse dont on a parlé ici. Donc il y a vraiment cette danse, si j'ose dire, entre le niveau national et international qui est essentielle. Et puis effectivement, ces alliances, il faut qu'elles soient agiles, innovantes, pragmatiques, etc. Alors, moi, je voulais peut-être donner un exemple concret, puisqu'au DECAF, en fait, on a la chance depuis assez longtemps en fait, de faire le secrétariat d'une convention qui s'appelle la Convention de coopération policière pour l'Europe du Sud-Est, donc PCC, qui a notamment été créée dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée transnationale, le trafic de stupéfiants, donc j'imagine que vous connaissez très bien. Et donc pour nous au DECAF, je trouve ce qui a été intéressant, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'on travaille donc avec 13 parties contractantes qui sont pour certaines membres de l'Union européenne, pour certaines non membres. Donc il y a déjà une forme d'agilité dans le périmètre de la convention par rapport à qui est dans qui se met ensemble pour créer une capacité et une collaboration. Et puis cette convention, enfin ce PCC, ce groupe a vraiment été regardé sur des outils opérationnels. Et je sais qu'on a peu de temps, mais juste quelques exemples des équipes d'enquête conjointes, des poursuites transfrontalières, de la surveillance partagée, suite aussi à l'accord Prüm de 2018, donc les échanges automatisés en temps réel de profils ADN, les données dactylographiques, les données sur les immatriculations, et puis aussi des analyses partagées de menaces, des groupes de travail, etc. Donc là, on a vraiment des outils opérationnels qui sont mis en place entre les États, entre les signataires, avec vraiment cette idée de focaliser sur la mise en œuvre, sur la création de la confiance, sur une dynamique collective et sur une capacité à s'adapter et à vraiment approfondir ensemble la manière dont s'adapter à ces défis. Donc voilà, je m'arrêterai là, mais je pense qu'on a ici un exemple où finalement on a une convention de coopération policière et on a une organisation de la société civile qui est DECAF qui participe à ce dispositif et qui en fait aide à mettre ensemble et à créer cette dynamique collective entre les parties contractantes. Donc exemple intéressant. C'est un bel exemple. On dit habituellement partenariat privé-public, mais en lien avec le secteur privé. Mais société civile, publique et privée, c'est très important. Monsieur Zolas, je vous laisse 5 minutes pour adresser le volet international qu'on vient de mentionner, votre coopération. Comment votre travail, il est facilité ou encombré un peu avec des partenaires internationaux? Je vais me borner à vous donner que des exemples parce que vous aurez compris que la loi et les institutions évoluent pour s'adapter à la physionomie et aux modes opératoires de la criminalité organisée. Cette adaptation, elle a commencé il y a longtemps parce qu'au tout début du XXe siècle, un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Clémenceau a dit « Mais la criminalité est devenue mobile, nous allons créer des brigades mobiles ». Et ces brigades mobiles, vite, les gens les ont appelées les brigades du Tigre, parce que le Tigre, c'était le surnom de Clémenceau. Et ben, c'est pour ça d'ailleurs que dans l'emblème de la police judiciaire, vous voyez le visage de Clémenceau en blanc, avec un tigre certes noir. Voilà l'explication.
Clémenceau était un ministre de l'Intérieur tout à fait important. Depuis cette époque, on s'adapte sans cesse. Donc, je passe tous ces outils-là. Il faudrait plusieurs jours pour les analyser. Ils sont tout à fait intéressants. Ils sont en cours d'évolution. Moi, je vous donne, puisqu'il me reste maintenant 4 minutes, la situation des coopérations dont j'ai conscience aujourd'hui en tant que directeur de l'OFAST. En ce moment même, la police de Dubaï est en train de nous répertorier un certain nombre d'appartements qui appartiennent à des cibles françaises, qui sont des cibles de la justice, pour procéder dans un deuxième temps à leur saisie, à la demande de la justice française, à Dubaï. En ce moment même, une équipe franco-espagnole est en train de surveiller plusieurs objectifs sur la Costa del Sol. Les objectifs en question sont des narcotrafiquants français qui sont plutôt implantés là-bas pour acheter de la résine en masse et la faire convoyer en voiture tout simplement vers différents acheteurs français. On les surveille grâce aux Espagnols. En mars dernier, comme ça je rends un hommage aussi, quelque part au centre de la Colombie, un policier colombien qui travaillait pour nous est mort, tué par un cartel. Les coopérations dont je parle, elles sont concrètes, elles sont partout, elles sont à raison de plusieurs milliers d'échanges par jour avec Europol et les autres pays, sur des données nominatives. Elles sont parfois techniques. Vous parliez des Balkans. En quelques années, la police, la gendarmerie et la douane française et la justice française ont généré là-bas plus de 200 actions de coopération. Et encore, c'était que des actions françaises. Le général et moi-même y étions il n'y a pas si longtemps pour promouvoir une politique active pour lutter contre la criminalité environnementale avec 11 pays des Balkans sur des modèles qui marchent bien en France. La coopération, elle est aussi judiciaire que policière. Elle est aussi sur l'exportation des modèles français et européens. Et de plus en plus, elle est articulée sur un cycle politique, ça s'appelle comme ça, qui est conçu en commun avec les pays de l'Union européenne. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Sur la base d'un état de la menace, qu'en Europe on appelle threat assessment, et sur la base de cet état de la menace lié à la criminalité organisée, qui est fait des contributions de tous les États membres, la Commission européenne finance un cycle d'action qui se concrétise partout en Europe et à l'étranger par des coopérations de plus en plus avancées. Donc je réponds évidemment et de façon très sincère à votre question. La nature même de la criminalité organisée rend indispensable ces coopérations internationales. Parfois, il y a quelques retards liés à l'existence de frontières et de systèmes juridiques différents. Mais franchement, tous les pays européens et une grande partie des pays partenaires de l'Europe font ce qu'ils peuvent, chacun dans son système juridique, pour les dépasser. Et ça a des résultats exceptionnels. Merci beaucoup. Vous êtes décrit comme oiseau de mauvais augure dans votre première intervention, mais la deuxième, c'était quand même positif comme image, une belle coopération. Donc, il y a quand même, c'est bien porteur, c'est positif pour l'avenir. Donc, merci beaucoup. Je souhaite avoir le statut de repenti. Oh oui. Vous avez réussi à l'avoir en 5 minutes, c'est super, ça. Merci beaucoup pour vos contributions, vraiment excellentes. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne fin de PDSF, bonne fin de forum. À la prochaine.